Le départ de Jean-Claude Duvalier d'Haïti en 1986 a marqué la fin d'une dictature de près de 30 ans qui avait commencé avec son père, François Duvalier. Alors que Baby Doc fuyait le pays le 7 février 1986, suite à des manifestations généralisées et des pressions internationales, une vague d'optimisme balayait Haïti. Le peuple haïtien, longtemps réprimé sous le régime Duvalier, est descendu dans les rues pour célébrer. Il y avait un sentiment palpable de soulagement et d'espoir, alors que la nation se tournait vers une nouvelle ère de démocratie et de liberté. Le départ de Duvalier était perçu comme une opportunité pour Haïti de se libérer de son passé troublé et de tracer une nouvelle voie vers la prospérité et la stabilité politique. Il y a eu une montée d'activité politique. De nouveaux partis se sont formés et des politiciens exilés sont retournés au pays. Les citoyens haïtiens embrassaient leur nouvelle liberté d'expression et de réunion, s'engageant dans des discussions ouvertes sur l'avenir de la nation. Une nouvelle constitution démocratique a été établie par référendum. Il y avait une croyance largement répandue qu'Haïti pouvait maintenant rejoindre les rangs des nations démocratiques et travailler à résoudre ses défis sociaux et économiques de longue date. Cependant, il n'a pas fallu longtemps pour que les gens réalisent qu'il restait encore beaucoup à faire. Constitution par créant situation dangereuse. La tentative d'élection libre du 29 novembre 1987 s'est effondrée dans un bain de sang. Les coups d'État ou tentatives de coups d'État se sont succédés. Pour assumer le pouvoir. Il y eut une lueur d'espoir pour l'établissement de la démocratie avec l'élection de Jean-Bertrand Aristide en 1991. Mais encore une fois, elle a été éphémère. Même après le retour à l'ordre constitutionnel, les élections n'ont pas pu se tenir selon les calendriers prévus. Et lorsque ces élections ont finalement eu lieu, elles ont été contestées, à tort ou à raison. Les leaders de l'opposition refusaient de respecter les mandats des présidents élus et utilisaient des jeunes défavorisés pour déstabiliser le gouvernement par la violence, causant plus de tort au pays que l'incompétence des élus qu'ils dénonçaient. Seul Jean pour mettre Jovenel président d'Haïti, c'est là nous t'as fini du pays ensemble. Pendant ce temps, la situation économique du pays s'est détériorée et la population s'est enfoncée encore plus dans la pauvreté comme si elle n'avait pas encore touché le fond. La bamboche démocratique proclamée en 1986 n'est maintenant plus qu'un souvenir insignifiant, pour ne pas dire amer. Beaucoup commencent à regretter les années Duvalier. Baby Doc, revenant en Haïti en 2011, a été accueilli comme un héros national. D'autres n'hésitent pas à faire l'éloge des régimes autoritaires, comme ceux de la Chine et de la Russie. Compte tenu de cet échec à établir une démocratie stable en Haïti, n'est-il pas légitime de se demander si un régime autoritaire non démocratique est préférable pour Haïti ? La démocratie peut-elle réussir dans un pays où les habitants sont en mode survie ? Nous allons analyser la question pour tenter d'obtenir une réponse, mais cela restera toujours une question controversée et sujette à débat. Depuis les débuts de la civilisation et jusqu'à récemment dans l'histoire humaine, les régimes autoritaires, autocratiques et totalitaires étaient la norme. Le pouvoir coercitif est la forme d'autorité la plus naturelle à imposer à une population, bien qu'inversement, l'individu aspire à vivre dans un environnement démocratique. Parce que l'individu veut plus de liberté, la tendance logique est de renverser les régimes autoritaires pour établir la démocratie, afin que les individus puissent avoir des droits et s'épanouir. Promouvoir le processus inverse semble démoniaque. Alors, y a-t-il des cas, des réalités sociales qui pourraient rendre la dictature plus attrayante que la démocratie ? Dans les pays sortant d'une guerre civile ou d'un conflit interne sévère, un gouvernement autoritaire peut parfois imposer l'ordre nécessaire pour reconstruire les institutions et les infrastructures sans les retards et les disputes qui peuvent accompagner un processus démocratique. Ces régimes peuvent prendre des décisions rapides, mobiliser efficacement les ressources et mettre en œuvre des politiques sans faire face à l'opposition d'un paysage politique fragmenté. Cela peut conduire à une stabilisation rapide et à la restauration des services essentiels, cruciaux dans l'immédiat après conflit. Les gouvernements autoritaires privilégient souvent la sécurité et peuvent déployer efficacement les forces militaires et policières pour maintenir l'ordre public. En contrôlant le narratif et en réprimant la dissidence, ils peuvent se concentrer sur les tâches de construction nationale sans les perturbations des rivalités politiques. La concentration du pouvoir entre les mains d'un seul dirigeant ou d'un petit groupe peut également garantir une mise en œuvre cohérente des politiques.
Les régimes autoritaires peuvent mettre en œuvre des politiques économiques à long terme plus efficacement, sans les perturbations des cycles électoraux. Cela est dû au fait qu'ils n'ont pas besoin de répondre aux pressions électorales à court terme ou aux changements fréquents de leadership, ce qui permet la mise en œuvre cohérente et soutenue des politiques. Les exemples souvent cités incluent la Chine et Singapour, où les gouvernements autoritaires ont conduit une croissance économique rapide. Dans ces pays, le contrôle centralisé a permis l'exécution rapide de projets d'infrastructures à grande échelle et de réformes économiques. Cependant, il faut être très prudent. Les inconvénients de l'autoritarisme sont significatifs, sapant souvent la stabilité et la prospérité à long terme qu'il pourrait initialement sembler promettre. L'un des principaux problèmes est le manque de reddition de comptes, car les dirigeants des régimes autoritaires ne sont pas soumis au même contrôle présent dans les régimes démocratiques. Cela peut conduire à la corruption, les responsables étant moins susceptibles de faire face aux conséquences de comportements contraires à l'éthique. La concentration du pouvoir entre les mains d'un seul groupe ou d'une petite entité conduit souvent à des décisions qui servent les intérêts de l'élite dirigeante plutôt que de la population. Les violations des droits de l'homme sont un autre problème majeur dans les régimes autoritaires. La liberté d'expression, de réunion et de la presse est généralement réprimée, étouffant la dissidence et empêchant le public de faire entendre ses doléances. Cette répression peut créer un environnement de peur et d'oppression où les individus ont peur de s'exprimer ou de contester le statu quo. Au fil du temps, ce manque de liberté peut étouffer l'innovation et la créativité, les gens n'étant pas en mesure d'exprimer de nouvelles idées ou de s'engager dans des mouvements progressistes. De plus, les régimes autoritaires utilisent souvent la propagande et la censure pour contrôler l'information, ce qui peut conduire à une population mal informée et entraver le développement d'une citoyenneté active et bien informée. Cette manipulation de l'information peut créer une réalité déformée, où les citoyens ne sont pas en mesure de prendre des décisions éclairées sur leur propre vie et l'avenir de leur pays. Le manque de pluralisme politique signifie également qu'il y a peu de place pour l'opposition ou les points de vue alternatifs, conduisant à un paysage politique homogénéisé qui ne reflète pas la diversité de la population. Enfin, la pérennité des régimes autoritaires est incertaine. Bien qu'ils puissent offrir une stabilité à court terme, l'absence de mécanismes démocratiques pour résoudre les conflits et garantir la participation politique peut conduire à des frustrations refoulées et à des bouleversements sociaux éventuels. Lorsque les gens sont privés de voix et de leurs droits fondamentaux, le risque de rébellion et d'agitation civile augmente, ce qui peut entraîner des conflits violents et une instabilité accrue. Maintenant, la question se pose. Comment un régime autoritaire pourrait-il revenir en Haïti ? Il est certain que cela ne peut pas se faire par consensus. Dans la pratique, c'est impossible dans le contexte haïtien. Soit le pouvoir est pris par la force par le futur dictateur, soit un président démocratiquement élu, par des manœuvres politiques sournoises, par son charisme personnel ou grâce à des circonstances favorables, s'impose comme le leader indispensable du pays, à la manière de Duvalier et Poutine. Cependant, ce régime dictatorial ne survivra pas, ne résoudra aucun problème à long terme, et ses promoteurs connaîtront une fin tragique, comme en 1986. La population haïtienne a une forte mémoire historique de l'oppression et des abus sous la dictature des Duvalier. Il existe un désir collectif de gouvernance démocratique et de droits de l'homme, et toute tentative d'établir une nouvelle dictature ferait probablement face à une forte résistance de la société civile, des opposants politiques et de la population en général. À l'ère numérique actuelle, l'information se répand rapidement, et les tentatives de réprimer la dissidence peuvent être rapidement exposées. Les médias sociaux et les médias indépendants rendraient difficile pour une dictature de contrôler le narratif et de dissimuler les violations des droits de l'homme ou la corruption. Une nouvelle dictature en Haïti ferait probablement face à une pression diplomatique significative, à des sanctions économiques et à l'isolement de la communauté internationale, rendant sa survie difficile. Et le peuple haïtien ne retournera pas en arrière. Malgré l'échec de la démocratie en Haïti après 1986, il y a eu plusieurs gains notables pour le peuple haïtien après le départ de Jean-Claude Duvalier. L'un des gains significatifs a été l'augmentation de la liberté d'expression. La presse a gagné en indépendance, avec une prolifération de stations de radio, et plus tard, de médias télévisés et en ligne. L'ère post-Duvalier a vu une montée significative de la sensibilisation et de la défense des droits de l'homme. Cela a conduit à des efforts plus robustes pour aborder des questions telles que l'égalité des sexes et la protection des enfants. Des mesures ont été prises pour réformer le système judiciaire afin d'en renforcer l'indépendance et l'efficacité. Bien que le système judiciaire fasse encore face à des obstacles importants,
ces réformes ont jeté les bases d'un système juridique plus équitable. Les écrivains et artistes jouissent de plus de liberté dans leur création. Ils peuvent critiquer ou se moquer de leurs dirigeants sans se sentir inquiétés. Personne ne pourra voler cette liberté des mains du peuple haïtien. Tout cela étant dit, nous sommes encore confus. La démocratie a échoué et les citoyens haïtiens n'accepteront plus une dictature. Alors, que devons-nous faire? La démocratie est-elle inévitable? Tout d'abord, qu'est-ce que la démocratie? La démocratie est un système de gouvernement où le pouvoir est entre les mains du peuple, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants élus. Elle se caractérise par des élections libres et équitables pour le transfert pacifique du pouvoir, la protection des droits et libertés individuelles et l'état de droit. Les citoyens ont le droit de participer au processus politique, d'exprimer leurs opinions et de tenir leurs dirigeants responsables. Les citoyens ont également la responsabilité de respecter les droits et opinions des autres, de respecter la loi et de contribuer au bien-être de la communauté. Ils doivent exercer leurs droits dans les limites de la loi, en veillant à ce que leurs actions n'empiètent pas sur les droits des autres ou ne perturbent pas l'ordre public. Bien qu'ils soient libres d'exprimer leurs opinions et de plaider pour le changement, ils doivent le faire pacifiquement et dans le cadre démocratique. À partir de cette définition, il est facile de comprendre pourquoi l'implémentation de la démocratie piétine en Haïti. De toute évidence, tous les présidents élus en Haïti après 1986, à l'exception de François Maniga, n'avaient pas le profil ou l'expérience professionnelle nécessaire pour diriger Haïti. Cela peut heurter les sentiments de certaines personnes. Désolé, mais nous devons accepter les faits sans fanatisme. Cependant, il est important de noter que la cause principale de l'échec de la démocratie n'est pas l'incompétence de nos dirigeants. Dans les 20 à 30 prochaines années, il est fort probable qu'Haïti continue d'élire des individus ayant le même profil, qui pourraient être encore plus incompétents. C'est malheureux pour le pays, mais c'est une réalité qu'il faut reconnaître et comprendre dans la construction de notre démocratie. Les électeurs, en particulier ceux qui ne sont pas instruits, n'ont pas accès à des informations complètes sur les qualifications et les politiques des candidats, ce qui les amène à prendre des décisions basées sur des informations limitées ou trompeuses et sur l'émotion. Ils peuvent être plus influencés par des dirigeants charismatiques, une rhétorique populiste ou des promesses creuses plutôt que par la compétence d'un candidat ou sa vision à long terme. Comme mentionné ci-dessus, ce n'est pas la cause principale de l'échec, bien que cela en fasse partie. La principale raison de l'échec provient de la rupture continue de l'ordre démocratique par des crises fabriquées, motivées par des intérêts purement partisans, sans considération pour l'état de droit, le bien collectif ou l'image du pays sur la scène internationale. Là, excentré, effectivement. 1, 2, 3, 4. Pas capable à offrir spectacle ça à la population. Lorsque les leaders de l'opposition utilisent la violence dans les rues pour contester le gouvernement, cela affaiblit l'état de droit. Au lieu de résoudre les différends politiques par des processus légaux et démocratiques, de telles actions encouragent une culture de l'impunité où la force prime. Cela affaiblit les fondations d'une société démocratique où les différends devraient être résolus par le dialogue et les mécanismes légaux. Les manifestations violentes créent un climat d'instabilité politique continue et plus de problèmes que le mal contre lequel les protestations sont dirigées. Elles découragent l'investissement, perturbent les activités économiques et peuvent entraîner des sanctions internationales, ce qui contribue à la récession et à l'augmentation de la pauvreté. Dans une élection démocratique, ce n'est pas nécessairement le candidat le plus compétent qui sera élu. Bien sûr, l'incompétence de l'élu va devenir évidente pendant son mandat. Cependant, son mandat obtenu par suffrage universel reste sacré dans un contexte démocratique. En outre, la violence et l'instabilité créées pour interrompre un mandat présidentiel sont plus nuisibles pour l'économie et le bien-être des citoyens que les erreurs inévitables de tout gouvernement, qu'il soit dirigé par des personnes compétentes ou incompétentes. Nous devons abandonner cette culture où le remède est pire que la maladie. Et jusqu'à présent, l'histoire récente en Haïti a montré que changer de dirigeant sans changer la culture et les pratiques de gestion ne sert à rien.
Cela ne veut pas dire que la population n'a pas le droit de protester. Au contraire, le droit de protester pacifiquement est un droit fondamental et irrévocable. Il est même souhaitable que les citoyens et les organisations de la société civile fassent pression sur le gouvernement. Cependant, cette pression devrait être exercée sur les élus pour les forcer à faire ce qui est bien pour la population et non pour chercher à prendre leur place en dehors des prescriptions de la loi. Un mouvement populaire 5 Haïti a vu récemment fut le mouvement Petro Challenge, où des citoyens pacifiquement demandaient justice et transparence concernant des fonds publics qui ont été dilapidés ou mal gérés. Malheureusement, le mouvement a été récupéré par des politiciens anarchistes et opportunistes qui avaient d'autres objectifs plus sectaires, et le mouvement s'est éteint au grand bonheur des corrompus. Une autre source d'échec est la tentative d'appliquer une démocratie de style européen en Haïti. Bien que la démocratie ait émergé dans les pays occidentaux et que des puissances comme les États-Unis cherchent à l'imposer partout, il ne faut pas commettre l'erreur de penser que la démocratie est une propriété européenne. Les principes démocratiques tels que la liberté individuelle, l'égalité des citoyens devant la loi, la transparence, les droits de l'homme, la justice sociale et le droit de choisir ses dirigeants sont des principes universels auxquels nul ne devrait renoncer, quelle que soit sa race ou sa religion. Pour appliquer ces principes sans réinventer la roue, il est du devoir de chaque nation d'établir les institutions nécessaires en fonction de sa culture, de ses traditions, de son histoire, de ses capacités économiques et de ses objectifs existentiels. Par exemple, une erreur de la Constitution de 1987 est l'établissement d'un système exécutif bicéphale comme en France, avec un président et un premier ministre. De plus, le pouvoir législatif en Haïti, avec des députés et des sénateurs improductifs et corrompus qui consomment le budget, entraîne un gaspillage de ressources qui auraient pu être allouées à l'éducation, à l'armée haïtienne ou à d'autres institutions d'importance stratégique pour le pays. Une alternative plus rationnelle serait d'avoir un maire par commune, et non 3. Et l'Assemblée des maires pourrait remplir le rôle législatif en se réunissant à distance ou en personne pour voter des lois ou proposer des lois. Cela réduirait considérablement le fardeau financier des élus et le gaspillage injustifié des fonds publics. L'échec provient également d'un comportement persistant en Haïti où les lois ne sont pas respectées à la lettre. Les lois et les règles sont établies pour être respectées. L'application de la loi ne peut être partielle, subjective, optionnelle ou hésitante. Ignorer les lois crée un environnement où la corruption et les abus de pouvoir peuvent s'étendre. Les responsables peuvent se livrer à des pratiques contraires à l'éthique, détourner les ressources publiques et prendre des décisions basées sur l'intérêt personnel plutôt que sur le bien public. Un exemple simple et visible qui montre le mépris des lois par les dirigeants haïtiens est le non-respect de la date limite pour la déclaration de patrimoine après la prise de fonctions officielles. Ceci n'est pas anodin. Cela montre le niveau de tolérance de la société haïtienne face à des violations flagrantes. Comment pouvez-vous lutter contre la corruption qui se déroule derrière des portes closes si vous ne pouvez pas agir contre des comportements illégaux qui se déroulent sous vos yeux? Dès que le délai est dépassé et que la déclaration de patrimoine n'a pas encore été faite, il devrait y avoir soit des sanctions, soit la destitution immédiate du fonctionnaire. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons entretenir une culture où le respect de la loi est fondamental. Cet acte apparemment simple de déclaration de patrimoine est une exigence légale conçue pour promouvoir la transparence et l'imputabilité des responsables publics. Cependant, lorsque les dirigeants ignorent cette règle, cela envoie le mauvais signal que les lois peuvent être suivies sélectivement ou entièrement ignorées sans conséquence. Il est évident qu'Haïti n'était pas prêt pour la démocratie. Le succès de la démocratie dépend de divers facteurs interconnectés. Les éléments clés incluent une population bien éduquée, une culture politique qui valorise les principes démocratiques et des institutions fortes et transparentes qui soutiennent l'état de droit. Cependant, il était important que les Haïtiens se libèrent de la dictature et embrassent la liberté. Maintenant, il est impossible et même indésirable de revenir en arrière. Mais la démocratie ou les institutions démocratiques qui doivent être mises en place ne devraient pas être de simples copies de celles des pays occidentaux qui ne partagent pas la même histoire, la même culture, le même niveau d'éducation et les mêmes moyens économiques que le peuple haïtien. Prenons l'exemple du collège électoral américain. Le système du collège électoral américain illustre comment différentes caractéristiques démocratiques sont conçues pour s'aligner sur le contexte historique unique et les objectifs existentiels d'un pays. Aux États-Unis, le collège électoral a été établi pour équilibrer l'influence des États ayant des populations variées, en garantissant que les petits États aient une voix dans les élections présidentielles. Ce système reflète la structure fédérale du pays et met l'accent sur la souveraineté des États.
bien qu'il puisse aboutir à l'élection d'un président sans remporter le vote populaire, comme cela s'est produit avec George W. Bush et Donald Trump, cela souligne l'importance pour chaque pays de concevoir des caractéristiques démocratiques qui soutiennent ses propres objectifs, tels que le maintien de l'équilibre régional, la stabilité politique ou la protection des intérêts nationaux. Depuis 1986 jusqu'à aujourd'hui, suffisamment de données sont disponibles pour permettre une analyse systémique de l'échec d'Haïti. Ce processus devrait conduire à la rédaction d'une nouvelle constitution qui garantira un meilleur ordre démocratique. Les institutions qui sont à l'origine de l'échec doivent être abolies et de nouvelles peuvent être créées. Les mécanismes de fonctionnement de l'État doivent être révisés pour accroître l'efficacité, permettre la transparence et combattre l'impunité. Deux institutions sont souvent citées comme source d'instabilité dans la démocratie haïtienne: la primature et le législatif. La division du pouvoir exécutif entre le président et le Premier ministre a souvent conduit à des conflits et des luttes de pouvoir. Le président se considère comme le chef, tandis que la Constitution de 1987 a placé les leviers du pouvoir entre les mains du Premier ministre. Prenons par exemple le conflit entre Michel Martelly et Gary Conille en 2012. En plus de la confusion des pouvoirs, cette structure de double leadership a créé une inefficacité, car la coordination entre le président et le Premier ministre peut être encombrant. Maintenir à la fois un président et un Premier ministre, ainsi que leurs bureaux et personnels respectifs, est un fardeau pour les ressources limitées du pays. Ces fonds pourraient potentiellement être mieux alloués à d'autres domaines, tels que l'éducation ou les infrastructures. Avec un seul chef d'État, le processus de prise de décision est plus efficient. Le président peut agir de manière décisive sur les questions de politique, mettre en œuvre des changements plus rapidement et répondre rapidement aux crises, ce qui est particulièrement important en période d'urgence ou lorsque des actions rapides sont nécessaires. Cela est d'autant plus vital pour Haïti, qui est en pleine construction d'une nation. Plus de pouvoir devrait être donné au président dans l'exercice de ses fonctions pour éviter de perdre du temps à rechercher un consensus, comme nous allons le voir, avec un Parlement qui bloque constamment l'exécutif. Le pouvoir législatif a malheureusement été l'institution la plus à blâmer pour l'échec de la gouvernance en Haïti depuis 1991. Corruption, chantage, incompétence et puérilité sont parmi les mots qui viennent à l'esprit en pensant à la grande majorité de ces sénateurs et députés qui ont coûté très cher au fonds public. Non seulement ils ont été improductifs, mais ils ont aussi été des sources de blocage, de corruption et même d'actions vulgaires qui ont plongé la nation dans la honte. La démocratie représentative avec des députés et des sénateurs est un modèle occidental qui n'est actuellement pas nécessaire en Haïti pour construire sa démocratie. Elle coûte trop cher aux finances publiques alors que d'autres secteurs cruciaux manquent de fonds. Étant donné que ces législateurs ne rapportent que des ennuis à la nation, cet investissement devient un gaspillage pour les contribuables. Dans le budget 2018 à 2019, 5 milliards de gourdes ont été alloués au corps législatif, tandis que les enseignants peinent à recevoir leur salaire et que les citoyens ont grandement besoin de soins de santé et d'eau potable. Comme nous l'avons déjà mentionné, il serait plus rationnel d'attribuer le rôle législatif au Conseil des maires. Cela pourrait entraîner des économies significatives pour le pays, qui pourrait alors investir cet argent dans le système éducatif, la police et l'armée, qui, contrairement aux parlementaires, ont une importance stratégique pour le pays. Cela donnerait également plus de prestige au rôle de maire et encouragerait des individus plus compétents de la communauté à briguer ce poste. Les maires sont généralement plus directement connectés aux besoins et préoccupations de leur communauté. En donnant aux maires l'autorité législative, la gouvernance locale pourrait être renforcée. Cette décentralisation du pouvoir pourrait conduire à une gestion plus efficace des affaires locales et à une plus grande réactivité aux besoins spécifiques des différentes régions. La démocratie n'est pas un système parfait et contient de nombreuses faiblesses. Deux en particulier devraient attirer l'attention des Haïtiens qui sont au stade de la construction d'une nation. Tout d'abord, les processus démocratiques nécessitent souvent des débats, des négociations et des compromis, ce qui peut ralentir la prise de décision. Le rythme plus lent de la prise de décision dans une démocratie, tout en garantissant que toutes les voix soient entendues, peut parfois être un inconvénient majeur lorsque des actions immédiates et décisives sont cruciales. En Haïti, cela représente un problème très significatif étant donné la difficulté qu'ont les politiciens à se mettre d'accord alors que la nation s'effondre. Accorder plus de pouvoir exécutif au président peut simplifier la prise de décision. Cela veut dire réduire la nécessité d'obtenir l'approbation du pouvoir législatif sur certaines questions ou de permettre au président de prendre des décrets exécutifs dans des domaines spécifiques. En parallèle,
Plus de pouvoir doit également être attribué aux organismes de contrôle comme la Cour des comptes, l'ULCC et le pouvoir judiciaire pour contrer la corruption et les abus de pouvoir pouvant provenir de l'exécutif. La réduction des échelons au sein de l'administration, par la suppression des fonctions superflues ou la fusion de certaines attributions, éliminera les lenteurs administratives. Dans la situation actuelle en Haïti, il est préférable d'aller de l'avant et de faire des erreurs plutôt que de rester stagnant cherchant une solution parfaite qui n'existe pas. Les erreurs sont inévitables de toute façon. Tout projet humain est un chantier en évolution qui impliquera à un moment ou un autre des tâtonnements. Le deuxième aspect de la démocratie qui cause des problèmes en Haïti est l'accent mis sur le court terme. C'est un gros problème qui doit être abordé. Les présidents élus en Haïti se concentrent davantage sur les gains à court terme pour satisfaire les électeurs et gagner en popularité, plutôt que de mettre en œuvre des projets et des politiques à long terme qui seraient plus bénéfiques pour l'avenir de la nation, mais qui n'ont pas d'effet immédiat pour améliorer leur popularité. C'est pourquoi Haïti a besoin d'un plan stratégique qui servira de cadre à toute administration future. Il est crucial que des objectifs soient fixés pour lancer des projets ambitieux qui pourront s'étendre sur des décennies. L'éducation, l'aménagement du territoire, la production nationale, le tourisme, la création d'emplois, la défense du territoire, la lutte contre la corruption, l'urbanisation, la production énergétique, l'accès à l'eau potable et l'accès aux soins de santé sont autant de chantiers énormes qui ne porteront pas de fruits en l'espace d'un seul mandat présidentiel, compte tenu des ressources limitées du pays. Si chaque mandat amène un président qui ne fait que gesticuler avec de petits projets pour des gains électoraux, Haïti n'ira nulle part. Pour un maximum de consensus et de légitimité, l'élaboration de ce plan stratégique et des plans directeurs sectoriels pourrait impliquer divers intervenants et experts issus de secteurs tels que l'université, la politique et la société civile. Cela rendra Haïti plus convaincant auprès des bailleurs de fonds internationaux et permettra d'accéder à des montants substantiels pour financer ces différents projets. Haïti fait face à des défis uniques dans sa quête de démocratie. Le parcours a été semé d'embûches et la route devant nous est incertaine. Pourtant, la démocratie n'est pas une destination. C'est un chantier en cours, un effort continu qui nécessite l'engagement et la participation de chaque citoyen. C'est un système fondé sur la volonté collective de l'améliorer, de lutter pour la justice, l'égalité et la liberté. Bien que la démocratie ne soit pas parfaite, c'est la seule option qui permet à toutes les voix d'être entendues, au droit de tout d'être respecté, et à l'avenir d'être façonné par le plus grand nombre et non par quelques-uns. L'alternative, comme l'histoire l'a montré, ne mène qu'à la suppression des voix, à la répression des libertés et aux ténèbres de la tyrannie. Dans cet effort commun, chaque Haïtien a un rôle à jouer, des dirigeants du gouvernement aux simples citoyens. Ensemble, nous devons forger une démocratie qui reflète nos valeurs, honore nos ancêtres et construit un avenir meilleur pour les générations à venir. Le travail est difficile, les progrès lents, mais la promesse d'un Haïti meilleur, fort, libre et uni vaudra tous les efforts.